Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a été énormément demandé ces dernières années. Qu'est-ce que je pense des jeux vidéo pour de l'entraînement tactique et plus généralement des simulateurs d'entraînement? Bon, déjà, question à vous poser, comment vous entraînez? Plus précisément, dans quel domaine? Les militaires s'entraînent dans 4 domaines différents. Ils n'ont que 4 cadres d'entraînement, toute armée confondue, tout pays confondu. Le tir, le sanitaire, l'entraînement physique et le savoir-faire au combat. On appelle ces 4 éléments les Big Four. L'entraînement sanitaire, donc soigné, vous n'aurez pas le choix que de faire des stages dans le domaine pour acquérir ce genre de connaissances. L'entraînement physique, faudra également vous sortir les doigts du cul. Si vous comptez sur les merdes du genre Nintendo Ring, vous n'avez pas fini. Le tir, vous avez 2 composantes. La manipulation des armes, permettant le tir, et le tir à proprement parler. Pour le tir tactique, vous avez le tir opposé, donc statique, qui est simplement le fait de toucher une cible en étant immobile. Pour ça, inscription dans un stand ou permis de chasse. Bon, il existe aussi des simulateurs de tir, mais là, je cherche encore l'intérêt. Ensuite, le tir actif, en déplacement et sur cible multiple. Pour celui-ci, il est quasiment impossible d'avoir un entraînement correct, stand de tir civil ou militaire. Faire du tir debout, devant ta cible, en attendant à découvert le coup de sifflet pour abattre une cible inerte, c'est justement l'inverse total du tir en conditions réelles. L'entraînement au tir actif est, selon moi, le moins important de tous les entraînements tactiques. Il en faut, oui, mais selon moi, c'est le moins important. Quand je parle de tir actif, là, je parle de tir à balles réelles, bien évidemment. Je parle pas des simulations ou de ses dérivés. Déjà, car très difficile, voire impossible d'avoir un entraînement réaliste, mais aussi car vous ne faites que du tir de destruction ou de neutralisation. C'est-à-dire les 2 tirs qui consistent à tirer sur une cible sur laquelle vous aurez eu un visuel. Tous les autres types de tirs au combat, et il y en a une chier, ça consiste à tirer devant vous très rapidement sans trop savoir sur quoi vous tirez, bien souvent des buissons ou des coins de mur, tir de couverture, tir d'appui, tir préventif, tir de harcèlement, tir de riposte, etc. Ceux-là, c'est toujours la même façon de les appliquer, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément une boule de feu. La différence de terme sera le contexte et le but recherché. Et ça sans même parler des munitions à effets spéciaux, avec par exemple du tir incendiaire, de désignation ou d'éclairage. Bref, vous l'aurez compris, les simulateurs d'entraînement, selon moi, n'ont un intérêt que pour les savoir-faire au combat, composés d'énormément d'éléments. Transmission, cadre d'ordre, camouflage... Il est où, Kadok? Il est bien caché? Génie, éclairage, logistique, NRBC, renseignement, jalonnage, topographie, etc., etc. Ensemble qu'on appelle simplement savoir-faire de combat. Et qui, pour la plupart de ces éléments, effectués avec du tir, s'appellera une manœuvre, sous format action ou mission. L'action est ce qui compose une mission. Le fameux MOICP pour sa version réglementaire, le fameux OPAC pour sa version simplifiée. D'ailleurs, vu qu'on va pas mal parler de manœuvre, petite définition rapide. Une manœuvre, c'est une action ou une mission permettant la réalisation de la tactique globale et qui est composée de 3 éléments. Une puissance de feu, un couvert et un déplacement. Il faut ces 3 éléments pour qu'une mission ou une action soit appelée une manœuvre. Bon, c'était une intro vachement longue pour dire que selon moi, un simulateur tactique n'était utilisable que pour le savoir-faire au combat. Mais maintenant que c'est dit, quelle composante du combat? Bah oui, parce que c'est pas efficace pour tout non plus, faut pas déconner. Alors pour les simulateurs de type FPS, ça a un certain intérêt si vous n'avez pas la possibilité de faire du milsim, donc de la simulation militaire avec des répliques d'armes. Ça ne le vaut pas non plus, mais ça a un intérêt. L'intérêt est surtout niveau coordination et transmission. Si c'est pris comme un entraînement et non comme un jeu, oui, pourquoi pas. Bon, je vais pas vous mentir, j'y ai pas joué des masses non plus. On m'a conseillé Ready or Not, mais j'arrive vraiment pas à jouer à l'un de ces simulateurs avec un clavier. Bon, de toute façon, même avec une manette, c'est pas ça non plus. Putain, arrête de bouger, connard! Putain, gueule, arrête de... Ouais! Ça y est, t'as fait ton premier kill, félicitations! Pour les jeux simulation pure, il y a bien sûr Door Kicker qui me plaît beaucoup mieux, qui s'utilise tout à la souris et qui pour le coup est vraiment réaliste. C'est un simulateur où vous gérez une équipe, vous leur donnez vos instructions et vous mettez constamment en pause pour les faire agir de telle ou telle façon en fonction de la situation. Bon, clairement, j'y ai pas joué plus de quelques heures. Il y a un certain intérêt, mais d'un point de vue entraînement au commandement, c'est très limité. Déjà, le fait de pouvoir tout changer au fur et à mesure de l'action, ça casse toute préparation. Finalement, ce n'est pas si différent d'un FPS classique. À la seule différence près, c'est que là, vous contrôlez toute l'équipe. Ouais, il y a aussi le fait que je perds tout le temps. Mais regardez cette équipe là, putain, on est 4, en face ils sont 14. Faut pas envoyer des mecs là, faut raser le bâtiment à coups de mortier. Qu'est-ce que je fous avec ça? Et même quand j'y arrive, je sais pas trop comment, je réussis quand même à perdre parce que l'otage s'est fait buter. 14, putain! Et ils sont en défensif, on est que 4. La commandement est censé en envoyer 3 fois plus, pas 3 fois moins. En gros, j'ai pas trop envie d'insister sur celui-là. Le simulateur auquel j'ai passé le plus de temps, et de très loin, c'est No Plan B. La très grosse différence entre deux, c'est la planification. Pour Door Kicker, je ne remets pas en question le potentiel de ce simulateur pour beaucoup de points, mais pour celui qui m'intéresse, il reste trop restreint. Ici, dans No Plan B, vous ne faites que préparer la mission. Vous devez tout planifier, des chemins à prendre, à la façon dont ils devront ouvrir les portes, la synchronisation des équipes entre elles, les grenades à utiliser et surtout gérer tous les secteurs de tir. J'insiste bien sur les secteurs de tir car c'est l'un des points les plus importants à maîtriser, comme en vrai. L'un des points que je rabâche le plus pendant mes stages, c'est
Toujours déterminer quel est le secteur le plus dangereux et mettez un canon dans sa direction. Et ça, que ce soit pendant les phases d'attente ou bien les phases de déplacement. Mais définir quelle est la zone la plus dangereuse, ça demande pas mal de bases. Que ce soit des connaissances tactiques, savoir comment l'ennemi va agir pour savoir où se placer, et savoir où sont vos alliés pour connaître leur zone et secteur d'observation, pour ne pas faire de manque ou bien de doublons, ainsi que leur déplacement pour ne pas provoquer de tir allié. Tout ça, ça se travaille et ce simulateur le permet. Vous avez un nombre limité d'hommes, d'armes, de grenades, et vous démerdez avec ça. D'ailleurs, voilà la taille des bâtiments et vous devez vous démerder avec 6 mecs. Restriction budgétaire. Du coup, petite présentation histoire de montrer les points les plus importants à travailler. Sur un simulateur, un bac à sable, un PowerPoint, sur le terrain, où vous voulez. Petite précision, je ne suis pas payé pour faire la promotion de ce simulateur. Je m'en sers depuis sa sortie, il y a 1 an pour des cours tactiques. J'en suis à 60 heures dessus, ce qui est quand même pas mal et je ne peux que reconnaître ses qualités. Bon déjà, vous avez 4 types de personnages, aucune différence d'un point de vue commandement. Le SWAT aura les meilleures protections balistiques, donc le plus de points de vie, et seront les plus lents. Ensuite, suivant qui vous prenez, vous aurez plus ou moins de protection et de vitesse. De mon côté, je ne prends que le SWAT avec des skills militaires. Alors, mission et générateur de missions aléatoires. Alors, vous pouvez faire 4 missions d'assaut, quasiment toutes identiques, ou bien une mission d'exfiltration. Le plus important à travailler, comme je l'ai dit, ce sont les secteurs d'observation. Le secteur d'observation et de tir se travaille bien plus facilement avec la partie exfiltration. C'est simple, ils vous foutent au milieu d'un bâtiment, souvent sur plusieurs étages. Les étages sont arrivés récemment avec les dernières mises à jour, et vous devez vous démerder pour en sortir. Dans ce cas-là, vous êtes encerclé, vous devez poser un cordon de sécurité dès le départ, puis pendant les phases de ressources où on bosse par élément, je reviens pas dessus, j'en ai déjà parlé. Allez voir cette vidéo pour plus de détails si ça vous intéresse. Bref, pendant cette phase-là, faire en sorte de faire évacuer les plus loin en premier et d'arranger les secteurs de tir pour que toutes les zones dangereuses soient toujours prises en compte. Tout ça c'est expliqué et mis en situation pendant mes stages de combat urbain. Lien de contact en description. Ça, c'est beaucoup plus difficile à faire pendant les missions d'assaut, vous travaillez surtout les manœuvres par élément, mais très peu les prises en compte de secteur arrière, car les ennemis prennent rarement un revers, et vous n'avez clairement pas assez de personnel dit de temps pour gérer toutes les surveillances arrière. Dans ce simulateur, je travaille toujours avec 3 éléments au sein du groupe, mais 2 seulement au sein de l'équipe, alors que j'ai toujours conseillé de travailler par trinôme. Alors, c'est pas que j'ai changé ma façon de travailler, très loin de là. C'est juste que le 3e élément, c'est le chef d'équipe, fonction que je prends derrière mon clavier, donc pas besoin d'en mettre un dans l'équipe. Deuxièmement, j'ai pas assez de monde pour faire des trinômes. Et troisièmement, mais avec assez de monde, c'est déjà assez encombré comme ça pour un 3e élément. Par encombré, je parle de tout le bordel qu'on voit quand on planifie le combat. Mais regardez-moi ce foutoir. Les points colorés sont les passages, les traits blancs, les secteurs d'observation. Imaginez avec un tiers de plus. Non merci. En gros, on a un groupe plus ou moins grand. On leur file telle ou telle arme en fonction de la mission et de la taille des pièces qu'il y aura à prendre. Par mission, j'entends par là de l'assaut ou de l'appui fixe. Il faudra des gars à rester dehors pour s'occuper des snipers par les fenêtres au fusil d'assaut. Oui, les fusils de précision sont clairement beaucoup trop longs à recharger, et il n'y a pas assez de découvert pour que sa portée en vaille le coup. Le FAMAS reste la meilleure arme d'appui, avec parfois le fusil à pompe suivant la taille des pièces. Normalement, les missions d'un groupe, c'est tout ça. Mais là, ce simulateur ne permet pas de tout faire, faut pas déconner. Ouais, no fake, là, le terme mémotechnique, c'est castré. Mes chers camarades, bien le bonjour. Bien sûr, pour du groupe détaché, on rajoute ces deux-là qui sont normalement dans la mission section. Je digresse encore, hein? Ouais, je digresse encore. Ce type de combat reste très procédural. On pose nos appuis, ensuite grenade si besoin avec le binôme en protection pour le lancer, on rentre en enroulant le mur car il y a souvent des mecs derrière, et chaque pièce prise devient une base d'appui pour que le groupe suivant puisse progresser. Il existe une branlée de maps différentes, ce qui permet d'apprendre à gérer beaucoup de situations. On peut aussi créer ses propres maps, c'est cool mais bon. Comme tous les jeux où vous créez des trucs pour que les autres puissent en profiter, ben la plupart du temps les maps n'ont aucun intérêt. Super! Des grandes pièces vides. Ou alors elles sont carrément injouables. Qui s'est dit qu'un seul comme ça ne poserait aucun problème? Bref, vous le voyez pour ce qui est de la planification tactique, la préparation, les secteurs de tir, les manœuvres des éléments d'un groupe, etc. Bah, il est plutôt bien foutu. Je m'en sers pour travailler et expliquer les manœuvres militaires pendant mes lives. Ce simulateur reste le meilleur support que je connaisse pour faire ça. Faut savoir qu'avant ça, je travaillais avec Paint. Donc là, je reviens de loin. Encore une fois, ce n'est pas une critique envers les autres simulateurs ou bien les jeux vidéo qui ont ou peuvent avoir un vrai intérêt. Je suis persuadé que Ready or Not ou Escape for Tarkov, les deux qui m'ont été largement les plus recommandés, ont un réel intérêt niveau entraînement. Surtout dans des secteurs comme la coordination, les comptes rendus ou bien les cadres d'ordre. Bref, tout ce qui concerne les transmissions. Là où, au contraire, nos plans B ne sera pas du tout adapté. De mon côté, j'ai la possibilité et le temps de faire du milsim, et clairement je n'adhère vraiment pas assez aux jeux vidéo pour réussir à faire quoi que ce soit avec. Ça reste une réponse assez vague sur mon avis sur ces jeux-là finalement. Est-ce que c'est bien ou efficace? Ben en gros, oui éventuellement, peut-être ça paraît bien, mais pas envie de me lancer dessus pour confirmer. Voilà, va falloir vous en contenter. En passant, pour ceux qui critiquent les manœuvres que je présente dans mes vidéos. Car en effet, c'est pas comme ça que travaille l'armée française, donc j'y connais rien, etc. Ça on me le dit quand même assez souvent. Bah oui, c'est normal que ça ressemble pas au Proter. Car ce que je montre, justement, c'est pas du réglementaire français. J'ai jamais dit que ça l'était, et c'est pas parce que je reprends certains éléments que ça l'est. L'armée française a trop de contraintes dans trop de domaines pour pouvoir s'en inspirer de manière professionnelle. Que ce soit au niveau budgétaire, manque d'effectifs, manque de discipline, de cohésion, de motivation, trop politiquement correct, etc. Tous ces problèmes qui les obligent à faire des concessions
conclusion sur l'efficacité. Même si ces 3-4 dernières années, ils se sont pas mal améliorés sur pas mal de points, je préfère reprendre d'autres pays qui n'ont pas toutes ces contraintes. Par exemple, les 3 éléments au sein d'un groupe, les Américains travaillent comme ça. 3 quatuors et un chef. Donc un groupe de 13, si vous savez compter. Les généraux français ou tacticiens civils recommandent 3 éléments de 3, plus un chef. Je suis donc resté sur ça. 3 éléments constitués d'un appui, d'un assaut, d'une réserve, puis d'un chef. Ce qui est un bon compromis entre la puissance de feu, l'autonomie au sein d'un même groupe, la capacité de manœuvre, et tout ça en conservant une bonne facilité de commandement. Enfin voilà, ce sera tout. Je rappelle que je ne suis pas du tout payé par ce simulateur pour en faire la promotion. Mais avec tous les lives que j'ai fait autour de lui et toutes les fois où j'en ai parlé, au bout d'un moment, il fallait bien que j'en fasse une petite présentation. Présentation qui sera peut-être à revoir entièrement prochainement, vu qu'il est encore en développement. C'est la version bêta, je l'ai depuis 1 an, donc dès sa sortie, et il a vraiment beaucoup changé depuis, donc j'imagine dans 1 an. D'ailleurs, petit détail, en toute fin de montage de cette vidéo, j'ai appris que le jeu était en fait français. Donc Pas mal, non, c'est français. Enfin voilà, ce sera tout. Fin, cassez-vous.